Sans famille, première partie, chapitre 4, la maison maternelle. Eh bien, demanda mère Barberin quand nous rentrâmes. Qu'a dit le maire ? Nous ne l'avons pas vu. Comment ? Vous ne l'avez pas vu ? Non, j'ai rencontré des amis au café Notre-Dame, et quand nous sommes sortis, il était trop tard. Nous y retournerons demain. Ainsi, Barberin avait bien décidément renoncé à son marché avec l'homme au chien. En route, je m'étais plus d'une fois demandé s'il n'y avait pas une ruse dans ce retour à la maison. Mais ces derniers mots chassèrent les doutes qui s'agitaient confusément dans mon esprit troublé. Puisque nous devions retourner le lendemain au village pour voir le maire, il était certain que Barberin n'avait pas accepté les propositions de Vitalis. Cependant, malgré ces menaces, j'aurais parlé de mes doutes à mère Barberin, si j'avais pu me trouver seule un instant avec elle. Mais de toute la soirée, Barberin ne quitta pas la maison, et je me couchais sans avoir pu trouver l'occasion que j'attendais. Je m'endormis en me disant que ce serait pour le lendemain. Mais le lendemain, quand je me levai, je n'aperçus point mère Barberin. « Maman ? » ?»« Elle est au village. Elle ne reviendra qu'après-midi. » Sans savoir pourquoi, cette absence m'inquiéta. Elle n'avait pas dit la veille qu'elle irait au village. Comment n'avait-elle pas attendu pour nous accompagner, puisque nous devions y aller après-midi ? Serait-elle revenue quand nous partirions ? Une crainte vague me serra le cœur. Sans me rendre compte du danger qui me menaçait, j'eus cependant le pressentiment d'un danger. Barberin me regardait d'un air étrange, peu fait pour me rassurer. Voulant échapper à ce regard, je m'en allai dans le jardin. Ce jardin, qui n'était pas grand, avait pour nous une valeur considérable, car c'était lui qui nous nourrissait, nous fournissant, à l'exception du blé, à peu près tout ce que nous mangions. Pommes de terre, fèves, choux, carottes, navets. Aussi n'y trouvait-on pas de terrain perdu. Cependant, mère Barberin m'en avait donné un petit coin, dans lequel j'avais réuni une infinité de plantes, d'herbes, de mousses arrachées le matin à la lisière des bois ou le long des haies, pendant que je gardais notre vache, et replantées l'après-midi dans mon jardin, pêle-mêle, au hasard, les unes à côté des autres. Assurément, ce n'était point un beau jardin, avec des allées bien sablées et des plates-bandes divisées au cordeau, pleines de fleurs rares. Ceux qui passaient dans le chemin ne s'arrêtaient point pour le regarder par-dessus la haie d'épines tondue au ciseau. Mais tel qu'il était, il avait ce mérite et ce charme de m'appartenir. Il était ma chose, mon bien, mon ouvrage. Je l'arrangeais comme je voulais, selon ma fantaisie de l'heure présente, et quand j'en parlais, ce qui m'arrivait 20 fois par jour, je disais « mon jardin ». J'étais à deux genoux sur la terre, appuyée sur mes mains, le nez baissé dans mes topinambours, quand j'entendis crier mon nom d'une voix impatiente. C'était Barberin qui m'appelait. Que me voulait-il ? Je me hâtais de rentrer à la maison. Quelle ne fut pas ma surprise d'apercevoir devant la cheminée Vitalis et ses chiens. Instantanément, je compris ce que Barberin voulait de moi. Vitalis venait me chercher, et c'était pour que mère Barberin ne pût pas me défendre que le matin, Barberin l'avait envoyé au village. Sentant bien que je n'avais ni secours, ni pitié à attendre de Barberin, je courus à Vitalis. « Oh, monsieur !» m'écriai-je, « je vous en prie, ne m'emmenez pas !» Et j'éclatai en sanglots. « Allons, mon garçon, me dit-il assez doucement, tu ne seras pas malheureux avec moi. Je ne bats point les enfants. Et puis tu auras la compagnie de mes élèves qui sont très amusants. Qu'as-tu à regretter ? » « Mère Barberin, mère Barberin !»« En tout cas, tu ne resteras pas ici, dit Barberin en me prenant rudement par l'oreille. Monsieur ou l'hospice, choisis. »« Non, mère Barberin !»« Ah, tu m'ennuies à la fin !» s'écria Barberin qui se mit dans une terrible colère.
S'il faut te chasser d'ici à coups de bâton, c'est ce que je vais faire. Cet enfant regrette sa mère Barberin, dit Vitalis. Il ne faut pas le battre pour cela. Il a du cœur, c'est bon signe. Si vous le plaignez, il va hurler plus fort. Maintenant, aux affaires. Disant cela, Vitalis étala sur la table 8 pièces de 5 francs, que Barberin, en un tour de main, fit disparaître dans sa poche. « Où est le paquet ?» demanda Vitalis. « Le voilà », répondit Barberin en montrant un mouchoir en cotonnade bleue noué par les 4 coins. Vitalis défit ses nœuds et regarda ce que renfermait le mouchoir. Il s'y trouvait 2 de mes chemises et un pantalon de toile. « Ce n'est pas cela que nous étions convenus, » dit Vitalis. « Vous deviez me donner ces affaires, et je ne trouve là que des guenilles. Il n'en a pas d'autres. » Si j'interrogeais l'enfant, je suis sûre qu'il dirait que ce n'est pas vrai. Mais je ne veux pas disputer là-dessus. Je n'ai pas le temps. Il faut se mettre en route. Allons, mon petit. Comment se nomme-t-il ? Rémi. Allons, Rémi, prends ton paquet et passe devant Capi. En avant, marche ! Je tendis les mains vers lui, puis vers Barberin, mais tous deux détournèrent la tête, et je sentis que Vitalis me prenait par le poignet. Il fallut marcher. Oh, la pauvre maison! Il me sembla, quand j'en franchis le seuil, que j'y laissais un morceau de ma peau. Vivement je regardais autour de moi. Mes yeux obscurcis par les larmes ne virent personne à qui demander secours, personne sur la route, personne dans les prés d'alentour. Je me mis à appeler « Maman! Mère Barberin !» Mais personne ne répondit à ma voix qui s'éteignit dans un sanglot. Il fallut suivre Vitalis, qui ne m'avait pas lâché le poignet. « Bon voyage !» s'écria Barberin, et il rentra dans la maison. Hélas, c'était fini. « Allons, Rémi, marchons, mon enfant !» dit Vitalis, et sa main tira mon bras. Alors je me mis à marcher près de lui. Heureusement, il ne pressa point son pas, et même je crois bien qu'il le régla sur le mien. Le chemin que nous suivions s'élevait en lacet le long de la montagne, et à chaque détour, j'apercevais la maison de mère Barberin qui diminuait. Bien souvent, j'avais parcouru ce chemin, et je savais que quand nous serions à son dernier détour, j'apercevrais la maison encore une fois, puis qu'aussitôt que nous aurions fait quelques pas sur le plateau, ce serait fini, plus rien. Devant moi, l'inconnu. Derrière moi, la maison où j'avais vécu jusqu'à ce jour si heureux et que sans doute je ne reverrai jamais. Heureusement, la montée était longue, cependant à force de marcher, nous arrivâmes au haut. Vitalis ne m'avait pas lâché le poignet. « Voulez-vous me laisser reposer un peu ?» lui dis-je. « Volontiers, mon garçon. » Et pour la première fois, il desserra la main. Mais en même temps, je vis son regard se diriger vers Capi et faire un signe que celui-ci comprit. Aussitôt, comme un chien de berger, Capi abandonna la tête de la troupe et vint se placer derrière moi. Cette manœuvre acheva de me faire comprendre ce que le signe m'avait déjà indiqué. Capi était mon gardien. Si je faisais un mouvement pour me sauver, il devait me sauter aux jambes. J'allais m'asseoir sur le parapet gazonné et Capi me suivit de près. Assis sur le parapet, je cherchais de mes yeux obscurcis par les larmes la maison de mère Barberin. Au-dessous de nous descendait le vallon que nous venions de remonter, coupé de prés et de bois, puis tout au bas se dressait, isolée, la maison maternelle, celle où j'avais été élevée. Elle était d'autant plus facile à trouver au milieu des arbres qu'en ce moment même, une petite colonne de fumée jaune sortait de sa cheminée et montant droit dans l'air tranquille, s'élevait jusqu'à nous. Soit illusion du souvenir, soit réalité, cette fumée m'apportait l'odeur des feuilles de chêne qui avaient séché autour des branches des bourrées avec lesquelles nous avions fait du feu pendant tout l'hiver. Il me sembla que j'étais encore au coin du foyer, sur mon petit banc, les pieds dans les cendres, quand le vent, s'engouffrant dans la cheminée,
nous rabattait la fumée au visage. Malgré la distance et la hauteur à laquelle nous nous trouvions, les choses avaient conservé leur forme nette, distincte, diminuée, rapetissée seulement. Encore un pas sur la route, et à jamais tout cela disparaissait. Tout à coup, dans le chemin qui du village monte à la maison, j'aperçus au loin une coiffe blanche. Elle disparut derrière un groupe d'arbres, puis elle reparut bientôt. La distance était telle que je ne distinguais que la blancheur de la coiffe, qui, comme un papillon printanier aux couleurs pâles, voltigeait entre les branches. Mais il y a des moments où le cœur voit mieux et plus loin que les yeux les plus perçants. Je reconnus Mère Barberin. C'était elle, j'en étais certain. Je sentais que c'était elle. « Eh bien, demanda Vitalis, nous mettons-nous en route. »« Oh, monsieur, je vous en prie. »« C'est donc faux ce qu'on disait. Tu n'as pas de jambes. Pour si peu déjà fatigué, cela ne nous promet pas de bonnes journées. » Mais je ne répondis pas. Je regardais. C'était Mère Barberin. C'était sa coiffe. C'était son jupon bleu. C'était elle. Elle marchait à grands pas, comme si elle avait hâte de rentrer à la maison. Arrivée devant notre barrière, elle la poussa et entra dans la cour qu'elle traversa rapidement. Aussitôt je me levai, debout sur le parapet, sans penser à Capi qui sauta près de moi. Mère Barberin ne resta pas longtemps dans la maison. Elle ressortit et se mit à courir de ça et de là dans la cour, les bras étendus. Elle me cherchait. Je me penchai en avant et de toutes mes forces, je me mis à crier « Maman ! Maman !» Mais ma voix ne pouvait ni descendre, ni dominer le murmure du ruisseau. Elle se perdit dans l'air. « Qu'as-tu donc ?» demanda Vitalis. « Deviens-tu fou ?» Sans répondre, je restais les yeux attachés sur Mère Barberin, mais elle ne me savait pas si près d'elle, et elle ne pensa pas à lever la tête. Elle avait traversé la cour, et revenue sur le chemin, elle regardait de tous côtés. Je criai plus fort, mais comme la première fois, inutilement. Alors Vitalis, soupçonnant la vérité, monta aussi sur le parapet. Il ne lui fallut pas longtemps pour apercevoir la coiffe blanche. « Pauvre petit !» dit-il à mi-voix. « Oh, je vous en prie !» m'écriai-je, encouragée par ces mots de compassion. « Laissez-moi retourner !» Mais il me prit par le poignet et me fit descendre sur la route. « Puisque tu es reposé, dit-il, en marche, mon garçon. » Je voulus me dégager, mais il me tenait solidement. « Capi !» dit-il. « Zerbino !» Et les deux chiens m'entourèrent, Capi derrière, Zerbino devant. Il fallut suivre Vitalis. Au bout de quelques pas, je tournai la tête. Nous avions dépassé la crête de la montagne, et je ne vis plus ni notre vallée, ni notre maison. Tout au loin seulement, des collines bleuâtres semblaient remonter jusqu'au ciel. Mes yeux se perdirent dans des espaces sans bornes.